Dimanche 14 mai 2017, Emmanuel Macron est investi 25e président de la République française. 365 jours après, quel bilan? L'équipe de Whip va tenter de résumer cette première année de Jupiter à l'Elysée en seulement quelques minutes. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1... Il y a presque un an, nous avons assisté à un renouvellement de l'Assemblée nationale sans précédent sous la Ve République, puisque en juin 2017, ce sont près de 75% de nouveaux députés qui ont fait leur entrée au Palais Bourbon. Forcément, ça a un peu chamboulé les habitudes de l'institution. Féminisation, rajeunissement, l'effort est sans précédent et on en est tous très fiers. En revanche, l'arrivée de tous ces nouveaux élus ne s'est pas vraiment faite sans encombre. Emmanuel Macron dispose d'une très large majorité à l'Assemblée nationale avec plus de 350 députés. En revanche, le Sénat, lui, est resté un bastion de la droite, le parti La République En Marche n'ayant pas encore convaincu un électorat composé d'élus locaux. Pour revenir à l'Assemblée nationale, c'est François de Rugy qui la préside désormais. Et depuis son arrivée au perchoir, son grand chantier est la réalisation d'un train de réforme sur 5 ans pour améliorer la qualité du travail parlementaire ainsi que le rayonnement de l'institution. Mais tout n'est pas rose, car la méthode Macron au Parlement, c'est pas mal de brutalité dans la forme, des débats parlementaires volontairement restreints avec une majorité longtemps silencieuse, des droits de l'opposition pas toujours respectés, avec comme point culminant une crise institutionnelle dès le début de la mandature au mois de juin. Mais depuis quelques semaines, la majorité est bien plus constructive dans les débats et il faut dire que ça soulage pas mal de monde. Plusieurs textes emblématiques ont été votés depuis le début de la 15e législature. La moralisation de la vie politique, les ordonnances loi travail, le droit à l'erreur dans l'administration et dernièrement, c'est la réforme de la SNCF et la loi Asile et Immigration qui ont beaucoup fait parler d'elle. On assiste à une véritable boulimie de travail, ce qui est fréquent la première année d'un mandat et surtout depuis que l'Assemblée nationale est élue à peine un mois après le président de la République. L'idée c'est de montrer qu'on veut légiférer vite et fort, mais là, en étant honnête, on est vraiment au bord de la surchauffe. Cette année, l'agenda législatif a été plein à craquer et il continue de l'être, au point d'accumuler les retards sur certains textes qui sont pourtant très attendus, que ce soit la réforme de la formation professionnelle, la loi Pacte pour les entreprises, la loi issue des États généraux de l'alimentation ou même la loi Elan sur le logement, ce qui n'est pas génial au vu des objectifs que le gouvernement s'était donnés. Et cet été, en session extraordinaire, nous assisterons au débat sur la réforme constitutionnelle qui a fait l'objet d'âpres négociations depuis le début de l'année 2018 et qui nous promet des débats très animés. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron a mis l'Europe au cœur de ses engagements. Vous vous souvenez certainement de ces salles de meeting pleines de drapeaux européens, chose peu courante pour une élection présidentielle. Mais un an après, y a-t-il autant d'Europe dans l'action du président de la République que dans les meetings du candidat? L'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen a provoqué du soulagement en Europe et a suscité beaucoup d'espoir au sein des institutions européennes. Et en l'espace d'un an, force est de constater que le président de la République continue à parler d'Europe et la considère toujours comme une de ses priorités. Il a prononcé pas moins de 4 discours, dont celui à la Sorbonne sur les questions européennes, afin d'exposer ses pistes de réforme pour l'Union européenne. Réforme de la zone euro, budget de défense commun, rapprochement des capacités de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme, création d'un office européen de l'asile, mise en place d'une transition écologique plus efficace et plus équitable, fiscalité des GAFA, salaire minimum, renforcement du programme Erasmus, mise en place de listes transnationales au Parlement européen ou encore consultation citoyenne partout en Europe, voilà dans les grandes lignes les chantiers voulus par la France. Or, le contexte actuel n'est pas forcément favorable aux objectifs jupitériens. L'Union européenne, c'est 28 États. Oui, je compte encore le Royaume-Uni. Funny, isn't it? Et la France, seule, ne peut décider pour tous. Ainsi, les élections en Allemagne ont fragilisé Angela Merkel, qui a du mal à répondre positivement à l'appel du pied d'Emmanuel Macron, notamment sur la réforme de la zone euro. En Italie, même chose. Les récentes élections législatives ont bouleversé le paysage institutionnel et aujourd'hui encore, la formation d'un gouvernement semble plus que compliquée. L'Espagne, pour sa part, est également frappée par une crise politique majeure avec la situation en Catalogne et se met donc en retrait. La situation en Pologne, en Hongrie et en Roumanie, où les atteintes à l'état de droit sont nombreuses, inquiète. Emmanuel Macron a d'ailleurs, et ce à plusieurs reprises, utilisé l'expression de démocratie illibérale pour les désigner. À tout cela, on peut rajouter également le fait que le Parlement européen a refusé la mise en place des listes transnationales pour les élections européennes de 2019. Malgré ces difficultés, certains chantiers ont abouti. Ainsi, le président de la République a su imposer la position française dans le cadre de la réforme de la directive des travailleurs détachés. Sur la question du réchauffement climatique, la France était attendue et se montre active, notamment sur le marché européen du carbone.
Autre réussite pour Emmanuel Macron, la mise en place des consultations citoyennes sur la refondation de l'Europe. 26 États européens ont décidé de procéder à l'organisation de ces débats. Seul le Royaume-Uni, en plein Brexit, et la Hongrie, menée par le très eurosceptique Viktor Orban, ont refusé de participer à ces consultations. Les symboles sont également importants. Emmanuel Macron a su remettre la France sur le devant de la scène européenne. Par exemple, Jean-Claude Juncker, à l'occasion de l'allocution du président de la République française au Parlement européen, a déclaré qu'il était heureux de voir que la France était de retour. Le 10 mai 2018, lendemain de la Journée de l'Europe, Emmanuel Macron a reçu le prix Charlemagne, la plus haute distinction européenne. Et ce, je cite, pour l'élan donné à l'Europe à la suite de la campagne électorale en France il y a un an. Côté perspective, Emmanuel Macron a un objectif, et pas des moindres. Dans un an se dérouleront les élections européennes. Et l'enjeu est de taille pour le président de la République qui considère l'Europe comme l'une de ses priorités. Et il n'y a pas que sur la scène européenne qu'Emmanuel Macron a marqué les esprits. Voyons ce qu'a donné sa première année à l'international. Sa première grande rencontre internationale, lors de la visite d'État de Vladimir Poutine, le 29 mai 2017, lui a permis de renouer le dialogue avec le président russe. Dialogue rompu par François Hollande depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Du côté des relations franco-américaines, sa rencontre avec Donald Trump au sommet de l'OTAN à Bruxelles fin mai 2017 marque le début d'une relation compliquée. En effet, le 1er juin 2017, Donald Trump annonce son retrait de l'accord de Paris. Emmanuel Macron réagit rapidement en reprenant son slogan de campagne « Make our planet great again ». Il se place ainsi en défenseur du climat. Malgré ce pied de nez, il l'invite à venir en France durant les fêtes du 14 juillet afin de nouer un lien solide avec le président américain et de créer les conditions favorables aux négociations futures. Cette première séquence américaine se termine avec son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre, où il y contredit son homologue américain en défendant une vision multilatérale des relations internationales. Fin avril, au cours de sa visite d'État à Washington, Emmanuel Macron cherche à récolter les premiers dividendes de sa politique de la main tendue, amorcée depuis un an, notamment en tentant de convaincre Donald Trump de ne pas se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Concernant le Moyen-Orient, le président montre là aussi une nette volonté d'implication. En juillet, la signature d'un accord électoral entre les deux leaders libyens en France, en novembre, l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi, suivie de l'exfiltration d'Arabie Saoudite du Premier ministre libanais Saad Hariri, une visite en Algérie en décembre, et enfin, la réception du président turc Erdogan à Paris en janvier. Cependant, les choses se compliquent ensuite. Bien qu'il paraissait vouloir renouer le dialogue avec le régime syrien, Emmanuel Macron décide, à la suite de l'attaque chimique de la ville syrienne de Douma, d'intervenir aux côtés de Donald Trump et de la première ministre britannique Theresa May, en bombardant sans mandat des Nations Unies les centres de production d'armes chimiques en Syrie. Sur la scène internationale, le président Macron a montré un changement de style plus qu'un changement de cap. Par changement de style, j'entends la manière d'aborder les relations internationales par rapport à son prédécesseur François Hollande. Il conçoit celle-ci au travers de relations personnelles fortes avec les leaders des autres puissances. Son objectif affiché durant la campagne présidentielle était de redonner à la France une diplomatie indépendante. Cela implique donc une diplomatie à l'initiative, expliquant ainsi son activité débordante à l'international. Il entend tout particulièrement profiter de la nouvelle donne en Occident, avec l'affaiblissement des deux alliés privilégiés des États-Unis en Europe, le Royaume-Uni depuis le Brexit et l'Allemagne depuis la réélection difficile d'Angela Merkel. Par ailleurs, Theresa May et Angela Merkel tournant plutôt le dos à Donald Trump, Emmanuel Macron entend recentrer la place de la France en Occident par un dialogue nourri avec Donald Trump. Ce pari sera-t-il payant ? Eh bien c'est ce que nous verrons les 4 prochaines années. Macron, le président jupitérien. Après Sarkozy, l'hyper-président, et Hollande, le président normal, il est vrai que cela peut surprendre. On surnomme Emmanuel Macron Jupiter, en référence au dieu romain du même nom, dieu des dieux et dieu du ciel. Cette référence fait allusion à la verticalité du pouvoir, à la présidentialisation du régime. Certains parlent même d'un monarque républicain pour désigner le président. Et il est vrai que depuis un an, Emmanuel Macron veut se donner ce style d'un leader à la De Gaulle au-dessus de la mêlée. Un président qui se veut être la clé de voûte de la vie politique, le garant des institutions, le PDG de la Startup Nation. Ses opposants le perçoivent comme autoritaire, cassant, méprisant, alors que ses partisans préfèrent le décrire comme étant jeune, dynamique et déterminé. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ne laisse personne indifférent. Le président veille aussi à son image. Le maître des horloges, encore un autre de ses surnoms, maîtrise sa communication et préfère passer par les réseaux sociaux plutôt que par les médias traditionnels. Mais pour expliquer sa politique, il est obligé de passer par ces médias. Il donne des interviews pour les 6 mois de sa présidence, puis pour l'anniversaire de son élection. Pour les traditionnels vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron fait une longue intervention, quasiment 18 minutes, presque autant que De Gaulle.
Il va même jusqu'à promulguer les lois majeures de son mandat en direct face aux caméras de télévision dans un style très américain. Enfin, la popularité de Macron depuis un an varie entre 55 et 40%. Dernièrement, ce chiffre semble se stabiliser autour des 45% d'opinions favorables, ce qui, étant mis en perspective, peut être considéré comme étant un bon score par rapport aux 2 présidents précédents. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager même, et surtout, abonnez-vous. A bientôt sur WIP.